Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les mercredis avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous reviendrons sur les actualités crypto de la rentrée avec en premier lieu The Merge qui interviendra mi-septembre. Nous aurons le plaisir pour cela de réécouter Manuel Valente, directeur scientifique chez CoinHouse, qui était sur le plateau de Smart Patrimoine il y a une semaine pour détailler ses actualités avec nous en plateau. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré cette fois-ci à l'investissement en SCPI. Nous tenterons ensemble de faire un premier bilan de l'investissement en SCPI au premier semestre de cette année. Un bilan que nous dresserons avec Antoine Depigny, directeur du développement chez Primonial Reim, mais aussi avec Guy Marty, président fondateur de pierrepapier.fr. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Et nous commençons donc comme tous les mercredis avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous vous proposons de revisionner l'interview de Manuel Valente, directeur scientifique chez CoinHouse, qui était sur le plateau de Smart Patrimoine la semaine dernière. Manuel Valente qui revenait notamment sur The Merge, cette grande actualité dans le monde des crypto-monnaies, la blockchain Ethereum, qui va donc passer d'un fonctionnement de Proof of Work à un fonctionnement de Proof of Stake. On écoute ensemble Manuel Valente. Alors déjà, on connaît plus ou moins déjà la date. D'accord. Ce sera le 15 septembre. On n'a pas encore l'heure exacte parce que ça dépend du fonctionnement de la blockchain elle-même. Mais en gros, ce sera le 15 septembre. Alors, qu'est-ce que ça change ? L'idée, c'est que jusqu'à aujourd'hui, Ethereum fonctionnait avec un système de vérification des transactions. Bien sûr. Qui était basé sur ce qu'on appelle la preuve de travail. La preuve de travail, ça utilise des machines qui sont toutes en réseau et qui consomment beaucoup d'électricité pour pouvoir vérifier des transactions. Et là, le passage d'enjeu, ça va être, on met tout ça à la poubelle. Et on va vérifier les transactions autrement. D'accord. Bien entendu, on espère que la sécurité de la blockchain sera préservée intégralement. L'avantage global de ce changement, c'est que on va consommer 99% d'énergie en moins sur la blockchain Ethereum. Et on sait tous qu'à l'heure actuelle, c'est des sujets qui sont particulièrement importants. Oui, parce que justement, les blockchains, et notamment la blockchain Bitcoin, ont été attaquées sur le fait qu'elles étaient très consommatrices d'énergie. Et en plus, quand on commençait à regarder d'où venait l'énergie en question, on pouvait se rendre compte que ces blockchains très consommatrices d'énergie pouvaient en plus utiliser des énergies fossiles, ce qui a contribué aux attaques qu'on a pu lire sur le sujet. Là, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui était attaqué et ce qui est consommateur d'énergie, c'est le minage. Donc le minage qui dépend de la proof of work, puisque comme son nom l'indique, pour valider une transaction, il faut qu'il y ait du travail, du calcul, beaucoup de calcul. Là, on passerait sur un fonctionnement différent pour valider une transaction. Mais alors, qu'est-ce qui changerait dans la proof of stake ? Alors, le changement global, c'est que au lieu d'avoir des ordinateurs qui sont tous en concurrence, ils sont tous en concurrence pour trouver la solution à un problème informatique. Et le premier qui réussit à trouver la solution, à gagner et à valider toutes les transactions qui étaient en attente. Donc les mineurs sont en concurrence en fait. À chaque fois, il y a une sorte d'énigme qui est donnée et c'est le premier mineur qui trouve. C'est ça. Donc on a 50 machines, voire des milliers de machines qui peuvent tourner en même temps jusqu'à ce qu'il y en ait un qui trouve et qui valide la transaction. C'est ça. Et à l'heure actuelle, c'est même des hangars remplis de machines du sol au plafond qui donc évidemment consomment beaucoup d'énergie. Là, l'idée, c'est de dire, au lieu de faire ça, on va nommer des validateurs. Et chaque validateur va pouvoir, à tour de rôle, confirmer des transactions et vérifier qu'elles sont correctes avant de les rentrer sur la blockchain. Alors, on ne le fait pas gratuitement. Les validateurs seront également rémunérés. Mais par contre, ils consommeront beaucoup, beaucoup moins d'électricité, puisque même avec un simple ordinateur, ça suffit pour être validateur. Donc, en fait, si je comprends bien, on ne change pas fondamentalement le mécanisme de validation. On évite juste qu'il y ait 50 000 validations en même temps pour une transaction, c'est ça ? C'est ça. Donc, au lieu de les mettre tous en concurrence, on en choisit un, et c'est tout le monde à tour de rôle qui valide les transactions. Et alors, la question que beaucoup peuvent se poser, c'est qu'à partir du moment où on passe sur un fonctionnement de proof of stake, qu'est-ce qui me prouve que la personne qui va valider les transactions est digne de confiance, entre guillemets ? Alors, c'est une bonne question. L'idée, c'est que tous les validateurs, ils doivent mettre en enjeu
c'est-à-dire sous séquestre, des montants en Ethereum, et ces montants peuvent leur être pris si jamais ils ont validé des transactions illégales. D'accord. Oui. Et c'est un dépôt de garantie quelque part, et si jamais je ne respecte pas le contrat moral que j'ai passé, je perds mon argent, c'est ça? Vous êtes puni globalement par l'ensemble des autres acteurs, et c'est même pire que ça, parce que si je vous dénonce pour avoir validé des transactions illégales, je suis capable de récupérer une partie de vos fonds. D'accord, ok. Donc, encore faut-il, j'imagine qu'il y ait des preuves à un moment. Bien sûr. Oui, c'est ça. Donc il y a une vérification constante à travers l'ensemble des acteurs pour que on n'ait pas la possibilité de rentrer des transactions illégales, tout en ayant le même niveau de sécurité et en consommant beaucoup moins d'électricité. Donc tout le monde y gagne. Le problème fondamental jusqu'à aujourd'hui, c'est est-ce que ça va bien se passer ? Oui, c'est ça. Alors, juste pour préciser pour les gens qui nous écoutent, on ne va pas modifier la blockchain Ethereum. En fait, c'est pour ça que ça s'appelle The Merge. On va effectuer une fusion entre une blockchain test, entre guillemets, sur la Proof of Stake qui existait déjà, qui s'appelle Bitcoin Chain, et on va fusionner les deux blockchains. C'est bien ça? C'est ça. En fait, on peut considérer qu'on va mettre à jour le logiciel qui fait fonctionner ce qu'on appelle les nœuds Ethereum. D'accord. Et bien entendu, lorsque vous faites des mises à jour de logiciels, il y a toujours une probabilité pour que ça se passe mal. Donc ça fait des mois et des mois que les développeurs Ethereum travaillent sur la question. Ils sont globalement presque sûrs et certains que tout va bien se passer, mais on ne peut jamais exclure le danger qu'il y ait un bug et que ça se passe mal. Donc vous avez aujourd'hui l'ensemble de toute la communauté crypto qui est en attente et qui regarde avec beaucoup d'attention l'évolution pour voir si ça va bien se passer. Quel impact pour ceux qui posséderaient des Ethers dans leur portefeuille d'une fusion qui se passerait mal? Alors, la plupart des plateformes, et notamment CoinHouse, vont arrêter les transactions sur quelques heures autour du merge pour voir si ça va bien se passer. D'accord, pour éviter les éventuelles conséquences ou bugs, d'accord, oui, je comprends. Exactement. Et lorsqu'on constatera que les choses se sont bien déroulées, on repartira tranquillement. L'autre conséquence, c'est que vous avez un certain nombre d'acteurs, et on le sait, les mineurs, oui. Eux, ils vont se retrouver avec des machines dont ils ne vont plus trop savoir que faire. D'accord. Et donc, il y a une tentative à l'heure actuelle par les mineurs de créer une copie de la blockchain Ethereum qui continuera à fonctionner en preuve de travail. Oui, parce que en fait, quand on parle de hangar, de serveurs ou autre, c'était parce que plus on avait de serveurs, plus on était capable potentiellement de gagner cette compétition en amont quand on était sur une proof of work, c'est ça? Exactement. D'accord, donc là, on va se retrouver avec des serveurs qui ne vont plus servir à rien pour la validation sur Ethereum, mais après, peut-être sur d'autres blockchains, ça fonctionnera toujours. Donc en gros, ils ont le choix soit de vendre leur matériel éventuellement, soit de se reporter sur d'autres blockchains qui fonctionnent encore en preuve de travail, soit de tenter, et certains sont en train de le faire, de tenter de créer une nouvelle version d'Ethereum qui continuera à fonctionner en preuve de travail. Alors pour conclure sur The Merge, et ça va nous permettre de faire une transition avec le cours des crypto-monnaies, notamment du Bitcoin actuellement, est-ce que le fait que maintenant une blockchain soit consommatrice, beaucoup moins consommatrice d'énergie pour fonctionner, va permettre potentiellement à Ethereum de passer devant Bitcoin, qui est la blockchain, la mère des blockchains et la blockchain des blockchains? À l'heure actuelle, Bitcoin, ça représente encore 40% de la capitalisation totale du marché des cryptoactifs. Ethereum, ça représente 20%. Donc il y a encore pas mal de marge. Bien sûr, oui. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que vous avez pas mal d'entreprises, et notamment beaucoup d'entreprises, des gros acteurs, qui ont toujours refusé de commencer à utiliser Ethereum, notamment à cause des problématiques type ESG et à cause de la consommation électrique d'Ethereum. Et là, ça pourrait... Qui n'est pas l'apanage d'Ethereum, hein, ça concerne d'autres blockchains, mais c'était un frein sur Ethereum particulièrement. C'était clairement un frein sur Ethereum, et on voyait certains acteurs qui se détournaient d'Ethereum pour aller sur d'autres blockchains qui, elles, sont déjà en preuve d'enjeu. D'accord. Et du coup, ça pourrait donner envie à un certain nombre d'acteurs d'aller sur Ethereum, de lui donner beaucoup plus d'assises, et du coup, potentiellement, à moyen long terme, que Ethereum puisse passer devant Bitcoin. Vous avez raison. Bon, pour autant, aujourd'hui, le cours du Bitcoin, qui a largement perdu par rapport à il y a quelques mois, est aux alentours de $20 000. Le cours de l'Ether est aux alentours de quoi, 1 500, 1 600 $.
je ne donne pas de chiffre exact parce qu'effectivement, ça évolue assez vite, même pendant la discussion. Pour autant, on a vu les derniers mois assez turbulents sur les marchés crypto. On s'est demandé à un moment s'il n'y avait pas une crise de confiance, puisqu'en fait, un certain nombre d'acteurs n'étaient même plus capables de rembourser les personnes qui avaient investi chez eux. On a vu des promesses en matière de stablecoin ne pas être tenues et rajouter à cette crise de confiance, même si quand on regardait dans le détail, effectivement, on se rendait compte qu'il y avait plusieurs types de stablecoins, des stablecoins algorithmiques ou autres. Il fallait faire encore plus de pédagogie. Est-ce que cet été a permis de prendre un peu de recul aux investisseurs, selon vous, peut-être d'assainir un petit peu le marché, ou à quoi est-ce qu'on peut s'attendre actuellement? On a un Bitcoin qui est retombé rapidement sous les 20 000 $, qui aujourd'hui est un petit peu au-dessus. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour ce mois de septembre? Je dirais que l'été a été une période de pause. On a vraiment constaté à partir de fin juin une baisse assez forte des volumes sur les marchés. D'accord. On a constaté pendant l'été une hausse, notamment d'Ethereum par rapport à Bitcoin. Et c'est très probablement à cause de l'actualité autour de The Merge. Mais là, avec la rentrée, on pourrait s'attendre à ce que les volumes déjà, ils vont probablement repartir fortement à la hausse. Et on a déjà vu des coups de semonce sur l'ensemble des courses qui pourraient indiquer qu'on n'est pas forcément arrivé au plus bas de ce marché. D'accord. Donc on pourrait avoir effectivement d'autres coups de semonce qui viendraient d'où, du coup? Alors fondamentalement, ce qu'on a pu constater, c'est que depuis 2020-2021, on a les institutionnels qui sont arrivés massivement sur le marché. Or, avec notamment la remontée des taux d'intérêt, les institutionnels vont avoir tendance à se dégager des marchés qui sont les plus risqués, notamment des marchés crypto. D'accord. Donc, nous, on pense que la baisse qui a été engagée à partir du mois de novembre 2021 est notamment due à ces institutionnels qui font face à une raréfaction des liquidités sur les marchés. Et donc, potentiellement, on n'aurait pas encore touché le plus bas, même si des volumes pourraient revenir compenser un petit peu cet effet sur les marchés d'ici la fin d'année. Enfin, sur les marchés crypto d'ici la fin de l'année. Exactement. Et si The Merge se passe correctement, et si on repart sur une optique globalement optimiste sur l'ensemble du marché, là, on pourrait voir un retour, une embellie sur le marché crypto. Voilà, c'était Manuel Valente qui était en plateau sur le plateau de Smart Patrimoine donc la semaine dernière. Manuel Valente qui est directeur scientifique chez CoinHouse. Il décryptait donc les actualités et les enjeux crypto de la rentrée avec en premier lieu The Merge évidemment. Quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeux Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeux Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à un premier bilan semestriel en matière de SCPI, ce qui va nous amener à nous questionner sur la collecte ou la performance des SCPI au premier semestre de cette année 2022, mais aussi potentiellement à tenter de se projeter un petit peu sur le reste de l'année et donc potentiellement sur l'année complète. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Guy Marty, président de pierrepapier.fr. Bonjour Guy Marty. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. On est ravis de vous retrouver sur le plateau. On est ravis également de retrouver Antoine Depigny. Bonjour Antoine Depigny. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directeur développement chez Primonial Ray. Mais on va commencer tout de suite avec vous, Antoine. On a quelques chiffres qui sont tombés, qui sont publiés par l'ASPIM et l'IEIF, l'Institut de l'épargne immobilière et foncière, qui montrent quand même globalement que le premier semestre de cette année 2022 n'a pas à rougir en matière d'investissement SCPI. Non, il n'a pas à rougir, voire même c'est un excellent trimestre, un excellent semestre, puisqu'on a une collecte brute qui est supérieure à 5 milliards d'euros, comparé avec 7 milliards d'euros sur une année complète l'année dernière. Bien sûr, un petit peu en demi-teinte, mais quand même une année de forte collecte, donc plutôt très positif en termes de collecte. Ça confirme un peu la dynamique à la fois de l'immobilier comme valeur refuge, on pourra en reparler, contre l'inflation, contre une certaine forme de volatilité des marchés, et le succès grandissant de la pierre-papier elle-même, qui est une sorte de sous-catégorie au sein de l'immobilier qui a vraiment le vent en poupe depuis quelques années. Donc une collecte qui augmente, on ne sait pas encore, mais qui en tout cas semble bien partie pour cette année 2022. Comment est-ce que vous l'expliquez en lien justement avec ces réflexions sur le contexte inflationniste, sur l'allocation des placements qu'on peut avoir fin 2021 ou début 2022 ? En fait, je pense que les Français aujourd'hui déjà n'ont pas investi l'intégralité de l'épargne
post-Covid, qui reste, on va dire, une poche d'investissement qui aujourd'hui a du mal à s'investir. Les marchés actions sont quand même très volatiles, les marchés obligataires sont difficiles à atteindre pour des personnes, pour des particuliers. Donc finalement, l'immobilier, c'est vraiment la valeur refuge, l'investissement sain et durable que les Français connaissent. Évidemment, de façon un petit peu automatique, ils se tournent vers la pierre papier, qui est aujourd'hui un produit qui a vraiment fait ses preuves. Ça fait 10 ans, 20 ans que les Français le connaissent, voient à quel point finalement les valeurs se maintiennent, la rémunération, les performances sont toujours là. Donc c'est véritablement, on va dire, l'investissement refuge dans un environnement aujourd'hui assez incertain. Alors, pour comprendre tout de suite le contexte, avant de rentrer peut-être un petit peu dans le détail également avec vous, Guy Marty, donc là, on parle de la collecte. Après, en termes de performance des SCPI, je voyais qu'on avait un taux de distribution moyen sur le premier semestre de 2,15%. Là, pareil, c'est un indicateur. Alors, peut-être plus vous, Guy Marty, vous voulez intervenir. C'est un indicateur plutôt positif ou... Puisqu'on vient sur le site Pierre Papier là, de reprendre les chiffres de l'ASPI. Bien sûr, oui. Avec des graphiques très intéressants qui disent que 50% des SCPI ont augmenté un peu leur distribution au premier semestre 2022. D'accord. Ouais. 25% ou 26%, mais enfin disons un autre quart, n'a pas fait évoluer ses distributions et un quart a légèrement diminué ses distributions. Et de même, pour rester sur la performance, au niveau des valeurs de part, il y a 70% des SCPI qui n'ont pas touché leur valeur de part, 25% qui les ont montés un petit peu, et 3% qui les ont baissés un petit peu. Donc on est toujours dans une période relativement calme, relativement sage. C'est-à-dire que si je comprends un petit peu les chiffres que vous nous donnez, on a vu effectivement des graphiques que vous avez mentionnés à l'écran, les bonnes SCPI continuent à progresser et on voit pas tellement de... que n'ai-je pas dit Que n'ai-je pas dit Non, mais vous savez, on en a parlé déjà plusieurs fois. Que veut dire une bonne SCPI ? En fait, les meilleures SCPI d'aujourd'hui, on le saura dans 10 ans, en regardant ce qu'elles ont fait en bien sûr. Donc, les performances d'un instant ne qualifient pas de bonnes ou pas bonnes. Ça donne, disons, soit le fait que si une SCPI, par exemple, a augmenté sa distribution, voire augmenté ses parts, ça indique peut-être qu'elle est en bonne santé et qu'elle peut le faire. Bien sûr, donc c'est très bien. À un instant T, maintenant, exactement. Mais une autre pourrait très bien se dire... Nous, on va gonfler les réserves, donc on ne va pas toucher notre dividende et on va se faire de la sécurité pour pouvoir réinvestir sur le patrimoine. D'accord. Oui, ce qui veut dire qu'à un instant T, on n'augmente pas la distribution, mais ce n'est pas pour autant qu'on est dans une mauvaise gestion de SCPI. D'accord. Okay. Oui, il ne faut pas regarder effectivement seulement la distribution comme indicateur de bonne santé d'une SCPI, Antoine Depigny. Surtout pas. Non, après, ce que les chiffres montrent quand même, c'est que dans des périodes un petit peu tourmentées, ce produit-là, la SCPI, au sens large, puisqu'on le voit sur l'ensemble des SCPI quasiment, maintient ses valorisations, maintient ses valeurs de part et continue à distribuer un revenu régulier, ce qui est vraiment le sens de la SCPI, c'est distribuer un revenu régulier. L'idée, c'est de préparer sa retraite. Et donc, effectivement, c'est quand même assez rassurant de voir qu'aujourd'hui, on est à 2,15. Donc, on a de bonnes chances de penser que d'ici la fin de l'année, on sera sur des niveaux de distribution qui sont assez sensiblement identiques à ceux de l'année dernière, ce qui est quand même, dans un environnement un petit peu chahuté, plutôt une très bonne nouvelle pour le produit et pour les investisseurs. Donc, c'est quand même des éléments assez positifs. Bon, donc si je comprends bien, à la lumière de ces chiffres, tout va bien dans le monde des SCPI aujourd'hui, dans un contexte inflationniste, dans un contexte de marché financier un peu chahuté. Aujourd'hui, voilà, j'attendais justement. Non, bien sûr, on sait tous dans quel environnement on est. Bon, ce qu'il faut bien dire, c'est qu'on ne peut pas demander aux détenteurs de parts de SCPI, ni à ce conseiller, qu'il soit CGP ou conseiller bancaire ou conseiller d'assurance, de savoir ce que nos économistes ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qui peut nous dire quelle sera la gravité des conséquences de ce qui est en train de se passer ? Bon, ce qui est sûr, c'est que l'immobilier a beaucoup de résistance. Si le choc est très très rude, il peut y avoir une crise immobilière. Donc, il peut y avoir aussi des résultats différents pour les SCPI. La question, c'est que dans quoi on investit et pour combien de temps ? C'est-à-dire que si aujourd'hui on investit pour 10 ans, on se dit, après tout, s'il y a une grosse crise, on patientera un petit peu et on traversera. Après, ce qu'il faut se demander, c'est comment les gérants de SCPI eux-mêmes se préparent. Et en fait, ils surveillent plusieurs choses. Ils surveillent l'endettement déjà. Bien sûr, oui. Peut-être qu'il ne faut pas être trop endetté en variable aujourd'hui. Ils surveillent
et ils travaillent beaucoup en fait sur la qualité énergétique de leurs immeubles ou sur les normes, etc. Donc on voit, quand on regarde un peu l'actualité à l'intérieur des SCPI, on voit qu'il y a énormément de travaux. Oui, parce que ça, c'est un sujet dans le résidentiel pour les particuliers, mais c'est un sujet pour les gestionnaires de SCPI également, bien sûr. Exactement. Oui. Alors, heureusement, l'essentiel de la collecte des SCPI s'est fait ces dernières années, donc avec des immeubles qui, en principe, sont déjà des meilleures normes. D'accord. Ouais. Mais il y a quand même tout un travail encore à faire. Alors ça, il est différent selon les SCPI. Et puis, il y a aussi le fait de se dire que quand tout va bien, tout se loue. Et quand il y a une secousse, et selon la gravité de la secousse, le périmètre des immeubles qui continuent à être vraiment demandés se rétrécit un peu. Donc, on peut se dire que certaines SCPI traverseront plus facilement ou moins difficilement la crise que d'autres, etc. Mais cela dit, on reste sur une question de long terme, et donc, une fois de plus, il ne faut pas regarder le dividende d'aujourd'hui, il faut regarder les réserves et ce genre de choses. Alors, Antoine Depigny, il y a deux sujets qui ont été évoqués, sur lesquels j'aimerais également avoir votre avis. Il y a la transition énergétique, effectivement, des parcs immobiliers. Donc, c'est le sujet des SCPI, j'imagine, aujourd'hui, puisque c'est un des gros sujets en matière d'immobilier de façon générale. Puis après, on viendra aussi peut-être potentiellement sur ce dont vous nous parliez d'investissement SCPI face à l'inflation. Mais donc, le sujet de la transition énergétique, est-ce que ça va être une contrainte supplémentaire à venir pour les SCPI, ou c'est, comme nous le disait Guy Marty, quelque chose qui a déjà été anticipé par un certain nombre de gestionnaires? Alors effectivement, c'est un sujet globalement sur l'immobilier. L'immobilier, c'est 40% de l'émission des gaz à effet de serre. Donc si on ne traite pas l'immobilier, on a vraiment un gros train de retard. Donc c'est quelque chose qui a déjà été largement anticipé par la plupart des gestionnaires, notamment en immobilier de bureau. On en parlait, l'immobilier de bureau, ça fait plus de 10 ans que l'immobilier de bureau a des certifications environnementales. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a déjà été travaillé. Et toutes les SCPI qui ont investi récemment dans des immeubles récents ont déjà traité en partie ce sujet. Ce qui est intéressant, c'est plutôt d'aller regarder ceux qui ont un portefeuille ou un patrimoine un petit peu plus ancien. Et là, effectivement, il y a un gros travail à faire. Donc là, c'est pas forcément l'immobilier de bureau, c'est quoi? C'est du résidentiel, du commerce? Tout type d'immobilier, le commerce, l'immobilier de santé, l'hôtellerie, le résidentiel, tout est impacté. Et donc là, il faut vraiment aller regarder le patrimoine, la qualité du patrimoine et la capacité des gérants à aller travailler ce patrimoine. Mais alors, pardon, mais pour bien comprendre, si on a par exemple un immeuble loué à un professionnel de santé, puisqu'en plus ça a été une thématique SCPI assez récurrente l'année dernière, on ne va pas mettre l'hôpital ou le laboratoire dehors pour améliorer l'efficience énergétique du bâtiment? Non, en fait je pense que la question, elle n'est pas tellement de les mettre dehors, la question, elle est de travailler avec eux pour participer à l'amélioration du bâtiment et à l'amélioration de leur consommation d'énergie et globalement de tous les critères ESG. Et en fait, donc même sur des activités aussi critiques, on peut quand même travailler à l'amélioration du bâtiment? Bien sûr. Alors là, effectivement, on parle des EHPAD, des cliniques, des laboratoires. On peut travailler avec les opérateurs pour améliorer la qualité des bâtiments. Et ce qui est clé, c'est la relation avec l'opérateur. Et donc, c'est la relation entre la société de gestion et l'opérateur. On aura exactement le même thème avec l'hôtellerie, avec le commerce, par exemple, ou avec la logistique, etc. Ce qui est vraiment clé, c'est d'avoir des professionnels qui vont être en capacité de communiquer avec les locataires et les opérateurs. Un mot également donc vous disiez effectivement que dans un contexte inflationniste, un certain nombre d'investisseurs se tournaient vers les SCPI. On va commencer avec vous, Antoine Depigny, puis on viendra vers vous, Guy Marty. Mais effectivement, on entend souvent que l'immobilier est un investissement refuge face à l'inflation, puisque les loyers sont indexés. Ils sont quand même indexés jusqu'à un certain niveau, puisqu'au bout d'un moment, le régulateur intervient pour dire qu'on ne dépassera pas dans le résidentiel un certain pourcentage d'augmentation des loyers. Est-ce que du coup, c'est une affirmation qui est 100% vrai en matière de SCPI? Alors c'est vrai qu'on on lit par exemple le bouclier anti-inflation. Bien sûr, un tout petit peu emphatique, mais effectivement c'est une des rares classes d'actifs dont le revenu est indexé et donc le revenu suit l'inflation dans certaines limites. La première limite, c'est la réglementation. La deuxième limite, c'est aussi la capacité des locataires à payer le loyer. Oui, c'est ça, bien sûr. Donc effectivement, elle n'est pas 100%, elle n'est pas toujours vraie, mais elle est en grande partie vraie. Et on revient toujours à la même chose, en fonction des classes d'actifs, en fonction des gérants et surtout des bâtiments, vous aurez une appréciation de ce risque qui sera totalement différente. Si vous prenez, je ne sais pas, le siège social de Nestlé, on peut raisonnablement penser que cette entreprise va continuer à payer son loyer dès lors qu'elle vient de déménager, etc. Si vous prenez un loyer d'un commerce, par exemple, dont le taux d'effort est trop important, on peut avoir
certains doutes. Donc Oui, vraiment, parce il que faut c'est différencier le les bon classes ajustement entre, d'un côté, le taux d'effort que peut supporter le locataire et de l'autre, la capacité de négociation dont peut aussi faire preuve le locataire. Plus il est gros, plus il peut limiter un peu la hausse de loyer également. Alors oui, ou il peut absorber cette hausse de loyer. C'est vrai. Il y a aussi une différence de classe d'actifs. Vous parliez tout à l'heure de la santé. La santé est structurellement plutôt une classe d'actifs où les loyers représentent une part relativement absorbable par rapport au chiffre d'affaires et aux résultats. Donc ça laisse quand même présager une part, en tout cas, d'augmentation de loyer qui peut être un peu plus importante. Guy Marty, rapidement également sur le... Je fais tout à fait ce que vient de dire Antoine Depigny, mais j'ajouterais que il faut bien voir à quelle échelle on regarde. Si on regarde sur 10 ou 20 ans, notamment au travers des périodes perturbées, on a déjà eu des périodes très très chahutées dans le passé, on s'aperçoit que le concept de valeur refuge s'applique bien à ce qui est en prise avec l'économie réelle, les besoins réels, et essentiellement les entreprises et l'immobilier. Parce qu'il faut toujours se loger, il faut toujours travailler. Et on s'aperçoit que les vrais abris anti-inflation, ce sont les entreprises, donc la bourse, et c'est l'immobilier, donc par exemple les CPI ou le logement, etc. Par contre, si on regarde sur 3-4 ans, alors là, on ne peut plus rien conclure du tout. Parce que quand il y a un choc, notamment là, on arrive à un choc de début d'inflation. Bon, au début, il y a plein de choses qui vont devoir se remettre en place. Il y a peut-être des entreprises qui vont faire faillite, il va peut-être y avoir du chômage. Oui, donc les signaux sont brouillés. C'est ce que à court terme, les signaux sont brouillés. D'accord. On peut très bien avoir dans l'immobilier, pendant 2-3 ans, des performances qui ne soient pas du tout au niveau de l'inflation. Par contre, quand on reprendra sur 10 ou 15 ans, on verra que finalement, entre les pertes et les rattrapages, l'actif a bien préservé le... Donc on en revient à cette idée de ne pas juger une SCPI à un instant T, mais sur le long terme. Il nous reste peu de temps. Je vous propose un petit exercice de concision. On va commencer avec vous, Guy Marty, rapidement. Comment est-ce que vous voyez, du coup, quand même, cette année 2022 en matière de SCPI? Alors certes, c'est un instant T sur les 10 ou 15 ans d'investissement, mais comment est-ce que vous voyez cette année 2022? Si vous voulez, il faut bien savoir une chose, c'est que l'économie est très chahutée, avec des risques de problèmes politiques, sociaux, etc. Donc tout est ébranlé. Il faut avouer que l'immobilier, qui est, je vous rappelle, le seul actif économique dont le chiffre d'affaires soit fait par contrat sur plusieurs années. Qu'est-ce que c'est qu'un loyer? Bien sûr, voilà. bien sûr. Donc il y a une certaine inertie. Les CPI, à l'intérieur de l'immobilier, il y a encore plus une inertie. Donc on peut se dire que c'est probablement pas, et c'est certainement pas en 2022, qu'il se passera quelque chose sur les CPI. C'est peut-être le moment, justement, de bien réfléchir à se constituer des portefeuilles assez diversifiés de SCPI ou de choisir des SCPI le mieux possible. Mais ce n'est pas en 2022 que ça va se passer. Les vrais troubles dans le domaine de l'épargne, c'est 2023. Antoine Depigny, même question rapidement. Oui, moi je ne sais pas ce qui va se passer en 2022, mais en tout cas je sais ce qu'on essaye de faire et ce qu'à mon avis il faut faire en matière de SCPI. Je pense qu'il faut continuer à investir sur les grandes tendances de fond. Les grandes tendances de fond, c'est quoi? C'est le résidentiel. On aura toujours besoin de se loger et on sait aujourd'hui qu'on a besoin de se loger dans des bâtiments qui sont énergétiquement efficients. On aura toujours besoin d'immobilier de santé, encore plus demain qu'aujourd'hui. Probablement, moi qui ai quelques cheveux gris, ça me guette. On aura toujours, et on a de plus en plus besoin de logistique, on a de plus en plus besoin de bâtiments de bureaux qui soient adaptés au télétravail, etc. Donc je pense que c'est la confirmation à la fois en termes de performance et à la fois en termes de grandes tendances de fond qui va continuer sur 2022 et qui probablement va séparer le bon grain de l'ivraie à partir de 2023. Merci beaucoup messieurs, merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de Smart Patrimoine. Antoine Depigny, directeur développement chez Primonial Reim, et Guy Marty, président de pierrepapier.fr. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.